Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz et j'interviewe aujourd'hui Nathalie Zamateo, qui est thérapeute et épigénéticienne. Bonjour Nathalie, nous allons parler donc aujourd'hui avec toi de traumatisme et d'épigénétique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bonjour Evelyne, je suis vraiment ravie de participer à cette interview. Et donc voilà, je suis Nathalie Zamateo, je suis docteur en biologie, donc j'ai fait mes études ici à Namur, dans cette belle région. Et donc j'ai étudié principalement la biologie moléculaire, hein, donc qui connaît bien ce que c'est l'ADN. Et donc je connais bien l'épigénétique, donc ça va être un petit peu le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et donc l'épigénétique, c'est l'expression des gènes, pour faire simple. Donc c'est vraiment comment l'environnement influence l'expression des gènes. Et donc pendant des années, en fait, j'étais chercheuse à l'université et puis j'ai été confrontée à des problèmes de santé. Et c'était peu de temps après la naissance de ma fille, j'ai eu des migraines qui étaient vraiment très invalidantes et j'ai cherché des solutions. Et donc, voilà. Et en faisant tout un travail en psychothérapie, j'ai découvert un secret de famille, un traumatisme familial qui s'était transmis. Et du jour au lendemain, les migraines ont cessé. Donc, ça a été vraiment un grand tournant dans ma vie. J'ai trouvé ça incroyable. Et puis, j'ai décidé de me réorienter professionnellement. Alors, ça s'est fait petit à petit, hein. Donc, j'ai suivi plusieurs formations, dont celle qui m'avait aidée. Je me suis formée à l'hypnose. Et aujourd'hui, ça fait depuis 12 ans que j'exerce en tant que thérapeute. Et alors, avec toutes ces connaissances, j'ai eu l'idée en 2014 d'écrire un petit livre grand public sur ce qu'est l'épigénétique, parce que je trouvais que c'est un sujet tellement important, surtout que c'est réversible. Alors ça, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment la grande nouvelle, c'est que ces changements dans l'expression des gènes, eh bien, si un traumatisme a induit un changement dans l'expression de certains gènes, eh bien, les thérapies vont avoir la possibilité d'inverser la donne et de revenir à un état de l'ADN d'avant le traumatisme. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a motivée à écrire ce livre qui s'appelle L'impact des émotions sur l'ADN, qui est sorti en 2014 aux éditions Quintessence. Voilà, donc ça, c'était un premier livre qui est sorti. Et puis alors, avec On le a écrit temps, le deuxième. avec le temps, et donc j'ai une amie qui a un petit peu le même parcours que moi, qui s'appelle Marie Botman. Elle est biologiste comme moi. Et donc, on s'est connus à l'université. Et elle, elle a eu un accident de voiture. Et donc, après, elle a été vraiment dans un état de stress post-traumatique. Et donc, elle a aussi suivi différentes thérapies et progressivement, elle est allée de mieux en mieux. On s'est formées toutes les deux à la méditation de pleine conscience. Elle a suivi certaines approches thérapeutiques communes avec celles que j'ai suivies. Et donc, on était grandes amies depuis longtemps. Et on a décidé ensemble d'écrire un deuxième bouquin qui s'appelle L'impact des comportements sur l'ADN et qui est paru en 2020, toujours aux éditions Quintessence. Voilà donc rapidement un petit aperçu de mon parcours. Et aujourd'hui, je n'exerce plus en tant que chercheuse en biologie, mais comme thérapeute à temps plein. Et donc, je partage un petit peu mon temps entre les consultations individuelles, les conférences, l'écriture aussi, ou la participation à des ouvrages. Voilà, en gros, Evelyne, pour le parcours. Merci, c'est un parcours très riche et déjà, on entend dans ton histoire qu'effectivement, c'est réversible puisque quand tu as compris ce secret de famille, tu as pu faire marche arrière au niveau de ces marques épigénétiques dont on va parler. Est-ce que tu peux nous raconter comment on a découvert l'épigénétique? Alors, on attribue en tout cas le mot épigénétique à Conrad Waddington, qui en fait, en 1942, s'est intéressé à l'épigénèse. Et en fait, le développement embryonnaire passe vraiment par un processus épigénétique. Donc, en fait, une fois que les cellules se sont divisées à partir de la fécondation de l'œuf, les cellules vont d'abord se diviser jusqu'à atteindre 16 cellules identiques.
Et puis après, la différenciation cellulaire va s'installer peu à peu. Et avec cette différenciation cellulaire, il y a des gènes qui vont s'éteindre et s'exprimer pour que chaque tissu de l'embryon puisse s'organiser. Et donc, on compte chez l'être humain à peu près 200 types cellulaires. Et donc, Conrad Waddington, il a vraiment fait tout un travail, je dirais, pour vraiment voir que, enfin, il exprime cela d'ailleurs sous forme il exprime le paysage épigénétique, c'est de voir qu'à partir d'une seule et même cellule qui va se diviser, eh bien, en fonction des besoins des tissus, certains gènes vont s'exprimer et d'autres pas. Et donc, on a 22 000 gènes. Et sur ces 22 000 gènes, on compte qu'il y a à peu près 10% des gènes qui vont s'exprimer dans un type cellulaire donné. Et donc, ce sont vraiment des marques épigénétiques sur l'ADN. Lors de la différenciation cellulaire, en fait, ce sont des groupements chimiques qu'on appelle les méthyles qui sont sur l'ADN. Et donc, dans la région, en fait, qui initie la copie du gène en ARN messager. Et donc, si cette région est fortement méthylée, eh bien, le gène ne peut pas s'exprimer. Et donc, c'est comme ça que les gènes vont être marqués par des groupements méthyles qui vont en fait vraiment orienter les gènes qui vont s'exprimer et d'autres pas. Donc, c'est un petit peu le père de l'épigénétique, Conrad Waddington. C'est d'ailleurs lui qui a donné le nom, épigénétique. Donc, si on le dit simplement, c'est un petit peu comme des verrous qui empêcheraient des gènes de s'exprimer, donc des verrous qui pourraient être ouverts ou fermés. Oui, moi j'aime bien utiliser la métaphore de l'interrupteur. Donc, on peut voir ça effectivement sur l'ADN, des verrous, des interrupteurs qui peuvent être dans une configuration ouverte ou fermée. Et donc, on peut passer de l'un à l'autre. Donc, c'est tout à fait réversible. Et oui, on peut vraiment voir ça comme des verrous ou des cadenas. Hein. Tout à fait. Et que signifie épigénétique? Donc, épi, ça veut dire au-dessus. Et génétique, la génétique, autrement dit, en fait, ce sont des mécanismes qui sont en surface des gènes, au-dessus de la génétique. Et donc, ça veut dire que ça ne touche pas la séquence à proprement parler de l'ADN. Donc, pour rappel, petit rappel, donc l'ADN, c'est le support de l'hérédité. C'est une molécule qui est très grande, qui fait 3,5 milliards de lettres, qu'on appelle les bases nucléotidiques. Et donc, c'est comme une échelle enroulée, donc vraiment comme une échelle avec deux montants. Et cet ADN, il est très long. Donc, si on prend l'ADN, par exemple, d'une seule cellule de notre corps, ça fait 2 mètres de long si on l'étire. Alors, pour tenir dans un minuscule noyau de nos cellules qui fait quelques micromètres de diamètre, donc le micron, c'est très petit, on prend un de ses cheveux, on le divise par 100 et on a en fait la dimension d'un micron. Et donc, le noyau de nos cellules fait quelques micromètres de diamètre. Donc, pour qu'un mètre tienne dans quelques microns, eh bien, il faut trouver une solution. Et la solution que la vie a trouvée, c'est de compacter l'ADN avec des protéines autour qui vont lui permettre d'être super enroulé dans nos cellules sous le format des chromosomes. Alors, c'est avantageux, ça permet de gagner de la place. D'un autre côté, pour accéder à la séquence du gène et pour que le gène puisse s'exprimer, eh bien, il faut qu'on puisse effectivement dérouler ce verrou ou ce cadenas pour accéder à la séquence de l'ADN. Et donc, c'est toute la magie de l'épigénétique. C'est vraiment en fonction de l'environnement et des besoins de l'environnement. Eh bien, certains gènes vont s'activer. Et donc, à ce moment-là, les protéines qui l'entourent vont se dérouler et on pourra accéder à la séquence du gène qui pourrait être copiée en ARN messager. Et ensuite, l'ARN messager va être traduit en protéines qui sont les véritables acteurs de nos cellules. Et ça se passe en permanence dans notre corps, vraiment en fonction des besoins. Et alors, les événements de vie dans tout ça, comment peuvent-ils avoir un impact sur nos gènes, en tout cas sur l'expression de nos gènes? Donc, les événements de vie, on peut prendre par exemple une situation qui peut être stressante, voire traumatisante. Donc, tout ce qui fait partie de notre environnement va influencer vraiment l'expression de nos gènes. Donc, admettons qu'on ait vécu un événement traumatisant. Je reprends par exemple l'exemple de ma collègue Marie qui a eu un accident de voiture.
eh bien, tout ça, en fait, va faire en sorte que son ADN, non pas l'ADN en tant que tel, la séquence ne va pas être touchée, mais ça va modifier l'expression de certains gènes, et notamment les gènes qui sont impliqués dans la réponse au stress, puisque finalement, quand on vit un événement stressant, notre corps va être mobilisé pour pouvoir agir, faire face à la menace. Et donc, notre corps est bien fait, hein, on va émettre des hormones de stress qui vont nous permettre vraiment d'avoir notre corps qui est mobilisé pour pouvoir agir. Tant qu'on peut agir, je dirais, pas trop de problème. C'est vraiment quand on est face à une situation où on ne peut pas agir. Par exemple, je vais être coincée dans ma voiture après l'accident de voiture, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, je vais être coincée et j'aurai besoin de quelqu'un qui vienne me désincarcérer. Donc, le problème, c'est vraiment quand on est confronté à une situation où on ne peut pas agir. Et alors, une partie de nous va se figer, s'immobiliser et modifier notre capacité de faire face à l'adversité. Alors, selon évidemment ce qui va suivre l'événement, si par exemple une personne s'arrête, appelle les secours, est bienveillante, reste à nos côtés, nous sécurise, on a quand même peu de chances de garder des traces de cet événement. Mais par contre, si on est seul, que le secours arrive beaucoup plus tard, eh bien là, à ce moment-là, tout ça peut avoir des conséquences sur nos capacités futures de faire face à des événements stressants. Et donc, par exemple, on peut avoir peur de reprendre la voiture. Et alors, à ce moment-là, les thérapies peuvent vraiment jouer un rôle pour nous aider, nous accompagner à sortir de cette peur. Est-ce que tu peux en dire un peu plus de ces gènes qui nous aident à gérer le stress quand ils peuvent s'exprimer? Comment s'appellent-ils? Enfin, qui sont-ils? Oui. Alors, donc, dans le domaine vraiment de l'épigénétique, donc il y a un gène qui a super bien été étudié, hein, donc pour toutes les personnes qui s'intéressent au stress, à l'état de stress post-traumatique, c'est le récepteur au cortisol. Donc, c'est un gène en fait qui régule la réponse au stress. Donc, comme on le sait, quand on est dans un état de stress, on va produire des hormones de stress, adrénaline, cortisol. Le cortisol, lui, c'est l'hormone de stress par excellence, je dirais, parce qu'il va permettre d'avoir suffisamment de glucose dans le sang pour avoir du carburant pour nos muscles, pour vraiment pouvoir agir. Et donc, il va vraiment nous permettre de nous mouvoir, d'agir en cas de danger. Alors, une fois que le danger est écarté, la réponse au stress va cesser, hein. Donc, la réponse au stress commence dans le cerveau. Et donc, c'est le fameux axe au stress qui commence au niveau de l'hypothalamus, qui va donner l'ordre à l'hypophyse de stimuler les corticosurrénales pour produire ces hormones de stress. Une fois que le danger est écarté, eh bien, le cortisol va diminuer dans l'organisme. Et c'est en fait ce fameux récepteur au cortisol qui va jouer un rôle dans la régulation de ce fameux cortisol. Donc, il joue un petit peu un rôle très, très important, parce que si on a un récepteur au cortisol qui est bien exprimé, eh bien, ça va nous équiper pour justement faire face à des situations de stress. Alors, ce qui peut se passer si on a vécu des événements traumatiques, et en particulier dans l'enfance, tout ça, en fait, modifie nos capacités de répondre avec un récepteur qui s'exprime beaucoup moins. Autrement dit, on aura plus de difficultés à faire face à l'adversité. Et donc, en fait, ici, le mécanisme qui a été étudié, ce sont des groupements chimiques, des méthylations en fait, qui s'installent dans la zone qui initie la copie du gène. Autrement dit, s'il y a beaucoup de méthylation, le gène va peu s'exprimer. Et donc, si on a peu de récepteurs au cortisol, on sera beaucoup moins en mesure de réguler le cortisol qui va rester dans l'organisme et maintenir un état d'alerte en fait, dans le corps. Donc, ça, en tout cas, il y a d'autres gènes évidemment qui interviennent, mais par rapport au stress, voire au stress post-traumatique, c'est un gène qui a été particulièrement étudié, et aussi par des équipes de chercheurs qui étudient la transmission des traumatismes. Donc, c'est vraiment le récepteur au cortisol, c'est un des premiers, je dirais, gènes qui a été étudié dans le domaine de l'épigénétique. Et une équipe qui est vraiment pionnière dans le domaine, c'est l'équipe de Michael Menet au Canada. Donc, ça fait déjà plus de 20 ans qu'il étudie cela. Et en fait, il a d'abord étudié chez le rat, en fait, l'influence des soins maternels. Et donc, en fait, on a plutôt sélectionné des rats qui soit prennent vraiment soin de leurs petits, et d'autres, en fait, qui sont plus passifs vis-à-vis de leurs petits.
Et on a étudié eux, ils ont étudié l'expression de ce récepteur au cortisol. Et chez le rat, ça se joue la toute première semaine de vie. Et en fonction des soins de la mère, en fait, tous les petits naissent sensibles au stress dans le sens où le gène est fortement méthylé. Et en fonction de l'attitude de la mère, de son comportement, eh bien, si la mère est attentionnée, en fait, les groupements méthyl vont être retirés de la région promotrice du gène. Et donc, le gène va pouvoir être copié et s'exprimer. Et par contre, chez les petits dont les mamans sont peu attentionnées, eh bien, le gène va rester fortement méthylé et ne va pas pouvoir s'exprimer. Et donc, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que ces petits devenus adultes vont en fait avoir le même comportement que leur mère. Donc, si ce sont des femelles, eh bien, à leur tour, en fait, à la génération suivante, elles vont adopter le même comportement que le comportement qu'elles ont reçu. Donc, si elles ont une maman attentionnée, elles vont être des mères attentionnées vis-à-vis de leurs petits. Donc, on a une forme de transmission de la mère à ses petits qui persiste jusqu'à l'âge adulte et qui, en tout cas, ça a été montré que ça pouvait en fait se transmettre à la descendance jusqu'à 3 générations. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe au niveau d'une région du cerveau qui nous permet de réguler les émotions. Ça se passe au niveau de l'hippocampe, cette région du cerveau est très importante au niveau de la mémoire aussi. Donc ça, c'est ce qui a été étudié chez le rat, mais on s'est rendu compte que les mécanismes chez l'homme étaient assez semblables, qu'en cas d'adversité, on a également une méthylation de ce gène qui peut aussi alors se transmettre d'une génération à l'autre. Maintenant, chez l'homme, on ne sait pas si ça se met en place comme une empreinte la première semaine de vie, parce que c'est plus compliqué d'étudier cela chez l'homme. Mais en tout cas, ici, on commence en tout cas à avoir une certaine connaissance de certains gènes impliqués dans la réponse au stress, le récepteur au cortisol étant un de ces gènes, mais il y en a plein d'autres également qui sont impliqués dans la réponse au stress. Mais celui-là a été particulièrement bien étudié et continue de l'être. Et comment peut-on être certain que c'est le gène, son expression, et non pas au niveau épigénétique, de marque épigénétique, et non pas l'attitude de la mère? Les enfants apprennent aussi de l'attitude, je dirais, sociale de leur maman. Alors, on peut directement mesurer ces méthylations sur l'ADN. Donc, on va alors, c'est assez facile en fait. Donc, en fait, ce sont des groupements chimiques. Donc, c'est CH3, ce sont des groupements chimiques qui se trouvent sur l'ADN. Et en fait, à partir d'un prélèvement sanguin, on peut directement en fait mesurer ces groupements méthyl sur l'ADN et de voir un petit peu voilà, donc par rapport à, on prend toujours en biologie des contrôles évidemment. Et donc, une des études qui a été particulièrement remarquable dans le domaine, c'est justement toujours Michael Menet qui a collaboré avec toujours un Canadien, Patrick McGowan. Et donc, cette étude, elle date un petit peu, c'était en 2009, mais c'est quand même une étude remarquable. Donc, ils ont cherché vraiment à comprendre ce qui avait pu mener des personnes à se suicider. Et donc, c'est une étude post-mortem qui a été réalisée chez des personnes qui étaient décédées par suicide. Et ils ont regardé l'expression du récepteur au cortisol au niveau de l'hippocampe. Alors, ils avaient un groupe contrôle qui était des personnes qui ne s'étaient pas suicidées et un autre groupe contrôle, des personnes décédées par suicide, mais où on n'avait pas pu montrer qu'il y avait eu de l'adversité dans l'enfance et en particulier des abus. Donc, en fait, le groupe test, c'était des personnes décédées par suicide, mais qui avaient vécu vraiment des épisodes traumatiques dans l'enfance, des abus de toutes sortes. Et c'est uniquement ce groupe-là qui avait vraiment des marques sur l'ADN et de fortes méthylations au niveau du gène, du récepteur au cortisol, alors que les personnes décédées par suicide, n'ayant pas eu ces épisodes d'abus, en étaient dépourvues, de même que le groupe contrôle de personnes décédées de mort naturelle, je dirais. Donc, on peut vraiment mesurer sur l'ADN ces méthylations. Donc, c'est vraiment tout à fait possible en recherche de vérifier qu'il y a bien des traces biologiques sur l'ADN. Et est-ce qu'on peut penser aussi que les bébés, si je reprends l'étude sur les rats, ont aussi été influencés par apprentissage? Oui,
Tout à fait. Donc, dans l'étude sur les rats, en fait, ici, on a une forme de transmission qui ne passe pas, en fait, par les cellules germinales. Donc là, en fait, les mécanismes de cette transmission épigénétique, c'est toujours en cours de recherche, hein. Donc, les trois grandes hypothèses, je dirais, de transmission qu'on a aujourd'hui, c'est la transmission d'un comportement, comme ça a été le cas chez les petits rats, hein. Donc là, ici, ça ne passe pas par les cellules germinales qui vont vraiment transmettre, par exemple, des marques épigénétiques de méthylation. C'est vraiment un comportement ici d'une mère qui va être transmis à ses petits. Et donc, ce comportement maternel va se passer d'une génération à l'autre. Alors, on sait que oui, c'est transmissible jusqu'à 3 générations. Et alors, il y a aussi d'autres modes de transmission qui peuvent passer directement par les cellules germinales. Donc là, les marques, je dirais, épigénétiques de méthylation peuvent se transmettre d'une génération à l'autre. Et alors, le troisième grand mécanisme qui est étudié, en particulier dans le domaine du stress, ce sont des petits ARN non codants. Alors ça, j'en ai pas du tout encore parlé au niveau des marques épigénétiques. Donc, on a trois grands mécanismes épigénétiques. Les méthylations sur l'ADN. Donc, si c'est méthylé, c'est un peu comme si l'interrupteur était sur stop, hein. Peu de méthylation, le gène peut être copié, donc c'est vraiment l'interrupteur est ouvert. On a ces fameuses protéines qui entourent l'ADN et qui lui permettent de se compacter dans le noyau des cellules. Et donc là, ce sont des groupements chimiques sur ces protéines. Alors, en fonction de la nature de ces groupements chimiques, ça va permettre à la protéine de s'écarter et de laisser l'ADN accessible ou pas. Et donc, on a par exemple les groupements chimiques acétyles qui vont en fait, par interaction de charges, permettre d'ouvrir la séquence d'ADN. Donc, quand il y a des acétyles sur certains acides aminés de ces protéines histones qui entourent l'ADN, particulièrement au niveau des lysines, eh bien, ces groupements acétyles vont permettre d'avoir l'interrupteur ouvert. Donc, et s'il y a peu de groupements acétyles ou qu'il y a d'autres groupements chimiques comme des méthyles, eh bien, ça va vraiment permettre de verrouiller l'ADN, hein. Donc, ici, l'interrupteur sera fermé. Et en fait, ces mécanismes interviennent vraiment dans la première phase de l'expression des gènes, qui sont la copie de l'ADN en ARN messager. Donc ça, ces deux mécanismes épigénétiques interviennent dans cette première phase. Et la deuxième phase de l'expression des gènes, c'est la traduction des ARN messagers en protéines. Et c'est là que les petits ARN non codants interviennent. Donc en fait, ils vont aller se fixer sur un ARN messager particulier qui vient d'être copié et il va entraîner, avec l'aide de toute une série de protéines qui forment un complexe, il va entraîner sa dégradation. Donc, si l'ARN est dégradé, il ne va pas pouvoir donner lieu à la formation d'une protéine. Et donc, on s'est aperçu que dans les mécanismes de cette transmission épigénétique, il peut y avoir aussi des petits ARN non codants, alors une famille en particulier qu'on appelle les micro-ARN, qu'on peut retrouver dans le sperme des parents. Et donc, on retrouve également chez les descendants. Et donc, il y a une équipe de chercheurs qui étudie tout ça, notamment l'impact du stress sur les souris en Suisse. Et cette équipe est menée par Isabelle Mansoui. Et donc, ils s'intéressent beaucoup à la transmission du stress, des stress précoces donc sur un modèle de souris. Et elle étudie beaucoup les micro-ARN. En tout cas, ça a l'air d'être une des pistes la plus plausible de cette transmission qui passe par les cellules germinales. Donc, on est encore au balbutiement, hein, au niveau des mécanismes. Donc, ce sont vraiment des recherches qui sont en cours actuellement. Donc, bien sûr, on connaît le psychotraumatisme. Tu nous dis qu'au niveau épigénétique, on peut montrer que effectivement le gène qui va nous aider à gérer le stress va être silencieux, en tout cas très peu s'exprimer. Qu'est-ce qu'on a encore remarqué au niveau épigénétique, c'est-à-dire l'impact d'un événement sur la santé, qu'elle soit mentale ou physique? Qu'est-ce qu'on a pu aussi mettre en évidence? Alors, je suis en train un peu de chercher. C'est un petit peu une idée de piste par rapport à ta question? Penser aux maladies physiques aussi, l'impact d'un événement peut
faire que certains gènes vont s'exprimer ou au contraire se taire, et donc faire que les personnes vont être plus à risque de développer certaines maladies. Voilà, donc moi je pense au cancer. En fait, le cancer, c'est une maladie épigénétique, puisqu'en fait, un cancer, c'est quoi? Il y a une dérégulation dans l'expression des gènes dans un cancer. Donc, voilà, alors le cancer est multifactoriel, on est d'accord là-dessus, mais on sait que l'environnement émotionnel et certains événements peuvent nous impacter et jouer en tout cas un rôle dans le déclenchement d'un cancer. Alors oui, c'est une maladie épigénétique puisqu'il y a certains gènes qui jouent un rôle protecteur, qu'on appelle les suppresseurs de tumeurs, qui, dans le cas du cancer, en fait, ne vont plus s'exprimer, ou en tout cas vont voir leur expression diminuer. Et puis, on a des gènes qui vont favoriser le développement de la tumeur, qu'on appelle les oncogènes. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui va être dérégulé. Et donc, à ce moment-là, ça peut être un événement, c'est multifactoriel, hein, donc on sait évidemment que dans le cancer, l'alimentation joue un rôle. Enfin, voilà, donc c'est multifactoriel. Le Donc, il y a sport aussi. vraiment, voilà, le sport est protecteur. Et donc là, on sait qu'il y a une dérégulation dans toute une série de gènes. Donc, en tout cas, il y a ces deux grandes familles de gènes qui, les gènes protecteurs vont s'exprimer beaucoup moins et des gènes qui, normalement, ne s'expriment pas, vont s'exprimer. Et donc, tout ça peut être déclenché par toute une série d'événements. Donc là, dans ce cas-là, et c'est là qu'il y a vraiment une recherche sur des épimédicaments, donc vraiment des médicaments qui vont vraiment aider à changer ces marques épigénétiques. Et en tout cas, dans le cancer, c'est vraiment dans ce domaine-là que la recherche de médicaments épigénétiques, puisque comme c'est réversible, ces marques sur l'ADN, elles sont réversibles. Donc, si on a une enzyme qui a été rajoutée des groupements méthyl sur l'ADN, eh bien, il y a une enzyme qui va faire l'inverse, qui va les enlever. La même chose pour les protéines qui entourent l'ADN. S'il y a des enzymes qui rajoutent des groupements chimiques, eh bien, il y a des enzymes qui peuvent les retirer et mettre d'autres groupements à la place. Et donc, dans le domaine du cancer, en tout cas, c'est vraiment les mécanismes épigénétiques sont vraiment fortement étudiés, aussi pour mettre en place des stratégies thérapeutiques. Alors, on a envie de dire pourquoi faire des thérapies? Prenons un médicament, ça fait une sorte de reset, hein, de remise à niveau de nos marques épigénétiques, mais je crois que c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que voilà, ces médicaments, ils sont pas sélectifs, donc il y a vraiment des risques d'effets secondaires importants. Autrement dit, ça va changer toutes les marques épigénétiques dans tous les types cellulaires donnés, alors que voilà, donc si on a une sélectivité dans les thérapies, on peut être beaucoup plus sélectif. Et donc, comme tu es une spécialiste du trauma, tu sais bien qu'en pratiquant l'hypnose ou le MDR, on va vraiment agir au niveau cérébral sur certaines structures. Et donc, alors qu'avec les épimédicaments, on va agir globalement puisque ce n'est pas sélectif. Alors, voilà, ça peut avoir effectivement des effets secondaires qui ne sont pas souhaités. Maintenant, évidemment, dans le cas du cancer, c'est vraiment une recherche qui est très, très intéressante parce que tant mieux si on peut avoir une stratégie thérapeutique qui vient soutenir d'autres approches. Mais je dirais, par rapport au trauma, je pense que les thérapies spécifiques du trauma vont être beaucoup plus ciblées. Et donc, je vais embrayer aussi sur des thérapeutiques, justement, dans le cas des traumatismes. Donc là, on sort du domaine du cancer. Donc là, il y a vraiment une équipe de chercheurs qui est vraiment remarquable. Donc, c'est aux États-Unis, à New York. Et donc, c'est une équipe qui est menée par Rachel Yehuda. Et donc, elle s'intéresse depuis un peu plus de 20 ans à, à la transmission des traumatismes et en particulier les descendants, chez les descendants de survivants de l'Holocauste. Et donc, ils se sont aperçus effectivement qu'il y a des changements dans l'expression des gènes qui nous permettent justement de faire face à l'adversité. Donc, le récepteur au cortisol dont on a déjà parlé et d'autres gènes de la réponse au stress. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que ça date quand même un peu, mais elle continue à faire des recherches. En 2013, ils ont montré l'effet bénéfique des psychothérapies.
Donc là, on a mesuré, avant les psychothérapies, les méthylations au niveau de ces gènes. Et puis, 12 semaines après, la psychothérapie qui était, voilà, c'était chez des personnes qui avaient développé un état de stress post-traumatique. Et là, on a vu qu'il y avait vraiment une réversibilité au niveau de l'ADN qui était tout à fait cohérent avec le fait qu'il y avait une disparition des symptômes de l'état de stress post-traumatique. Donc, il y avait vraiment une amélioration au niveau de leur comportement qui était tout à fait corrélée avec les mesures de méthylation sur l'ADN. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et dans ce domaine-là, donc par rapport aux épimédicaments qui existent, il y a notamment le valproate, donc, qui est un médicament qui est typiquement utilisé comme un anti-épileptique et aussi pour stabiliser l'humeur. Et en fait, on s'est aperçu que c'est l'acide valproïque, hein, donc c'est vraiment un médicament. Et on a découvert en fait que c'était un épimédicament. Tout simplement, donc j'en ai parlé, souvenez-vous, donc les protéines qui entourent l'ADN, en fonction des groupements chimiques autour, ça va permettre d'accéder aux gènes ou pas. Et donc les groupements acétyles qui sont fixés sur ces protéines autour de l'ADN, ça va permettre vraiment d'accéder aux gènes, hein. C'est vraiment comme le cadenas va s'ouvrir. Et ce sont des enzymes en fait qui rajoutent ces groupements acétyles sur les protéines qu'on appelle les histones acétylases. De même qu'on a l'enzyme qui fait l'inverse, qui retire les groupements acétyles de ces protéines histones, qu'on appelle les histones déacétylases. Et on s'est aperçu que le fameux valproate, eh bien, c'était un inhibiteur des histones déacétylases. Autrement dit, si ça empêche d'enlever les acétyles, ils vont rester. Et plus on a des acétyles, plus ça permet d'exprimer les gènes. Donc, en fait, ici, on a un médicament, un épimédicament qui a été découvert un petit peu par hasard et qui permet finalement de restaurer l'expression des gènes en intervenant non pas au niveau des méthylations de l'ADN, mais sur les protéines en surface. Donc, ce sont vraiment des recherches qui sont très, très prometteuses parce que là, on peut vraiment voir les psychothérapies qui peuvent vraiment être soutenues par des traitements médicamenteux qui vont quand même être ciblés. Voilà. Donc, on a les médicaments, on a la thérapie, je pense aussi qu'on a la méditation. Oui. Alors, donc moi, je suis vraiment une fan de la méditation que je pratique depuis très, très longtemps. Donc, ça fait à peu près 30 ans maintenant. Et donc, on s'est aperçu que par rapport au traumatisme, eh bien, en fait, la méditation de pleine conscience peut vraiment aider, alors plus sur le long terme, hein, parce qu'en fait, ça va vraiment avoir des répercussions, non seulement au niveau de la plasticité cérébrale, donc en inactivant notre signal d'alarme dans le cerveau, hein, donc ce qui déclenche la réponse au stress, qui est un petit peu le centre de la peur, c'est l'amygdale cérébrale, c'est un petit peu notre système d'alarme. Et donc, cette amygdale va déclencher la réponse au stress. Et donc, justement, quand on a vécu des épisodes de stress répétés, voire des traumas, cette amygdale cérébrale, elle va être hyperactive. Et donc, c'est un peu le but aussi des thérapies spécifiques du trauma, c'est vraiment donc d'inactiver ou de diminuer l'activité de cette amygdale cérébrale et de favoriser l'activité du cortex préfrontal et de cette zone du cerveau qui nous permet de prendre du recul par rapport aux situations. Et donc, en fait, il va vraiment avoir, à la pratique de la méditation, on va vraiment avoir cette capacité vraiment de redonner cette plasticité à notre cerveau. Donc ça, c'est la plasticité cérébrale. Et puis, ça peut agir vraiment aussi au niveau épigénétique. Alors, ce qui est vraiment incroyable, c'est que quand on médite, on va en fait stimuler les gènes de l'immunité et on va diminuer l'expression des gènes impliqués dans l'inflammation. Et donc, ça, c'est vraiment incroyable parce que sans prendre d'anti-inflammatoires, on va avoir vraiment une pratique corps mentale qui va avoir le même effet. Et quand on sait que toutes les maladies chroniques, il y a de l'inflammation dedans, le cancer étant une maladie inflammatoire, voilà, pratiquement toutes les maladies de civilisation, on a une inflammation à bas bruit.
Donc là, c'est quand même intéressant de se dire qu'une pratique corps mental a vraiment cette capacité de renforcer notre immunité et de diminuer l'inflammation dans notre corps. Donc c'est vraiment, en tout cas, une pratique qui peut vraiment être considérée comme un apport aux thérapies, je dirais, d'urgence. Hein. Bon, voilà, quand on a un trauma, il y a des thérapies d'urgence. Tu es vraiment la spécialiste dans le domaine, donc on va plutôt pratiquer le MDR ou bien l'hypnose. Mais sur le long terme, ça va vraiment en fait permettre de consolider vraiment ces changements au niveau cérébral. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi aux patients de s'autonomiser, puisque c'est vraiment une pratique qu'il va pouvoir mettre en place. Et donc, il va aussi retrouver confiance aussi dans ses capacités. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que ça permet aux patients de s'autonomiser. Voilà. Donc tout ça, évidemment, est très, très positif. Enfin, ce qui est négatif, c'est évidemment que les traumatismes ont des impacts sur notre biologie, qu'elle a aussi un impact pour nos descendants, sur au moins 2 générations, mais qu'il y a aussi effectivement des choses efficaces comme les thérapies ou la méditation. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner pour retrouver, je dirais, une bonne santé épigénétique? Alors, ben, je pense que c'est surtout ce dont parle mon deuxième livre, hein, donc l'impact des comportements sur l'ADN. Donc, c'est vraiment 5 comportements piliers du bien-être qui vont en fait agir ensemble, hein, de façon synergique. Et donc, le premier comportement, ben, on a déjà parlé, c'est vraiment une pratique qui permet de réguler le stress. C'est le cas de la méditation de pleine conscience et en particulier les programmes qui sont vraiment faits pour nous permettent de réguler le stress et les émotions, comme le fameux programme MBSR, hein, donc qui vient de l'anglais, pour Mindfulness Stress Based Stress Reduction. Et puis, d'autres comportements qui vont en fait agir en synergie et qui vont permettre d'adoucir l'effet du stress au niveau cellulaire. Donc, je pense à l'alimentation. Donc, l'alimentation, la manière de s'alimenter, manger des aliments avec des antioxydants, ça va directement agir sur le stress cellulaire. Hein, donc, je pense à tout ce qui est fruits et légumes colorés, donc c'est plein d'antioxydants. Prendre le temps aussi de manger. L'exercice physique, troisième comportement qui est abordé. Donc, on sait que l'exercice physique est très bénéfique pour la santé, et en plus, ça va agir de façon bénéfique au niveau de nos capacités cognitives. Donc, faire du sport, ça muscle notre cerveau, donc c'est super. Et ça a un impact en plus sur nos télomères, j'en ai pas parlé, parce que c'est pas à proprement parler de l'épigénétique, puisque l'épigénétique, c'est l'impact de l'environnement sur l'expression des gènes, voilà, qui peuvent se transmettre d'une cellule à l'autre, d'une division cellulaire, voire d'une génération à l'autre, sans faire appel à des mutations de l'ADN. Mais en fait, le stress Et on raccourcit pourra nos peut-être, chromosomes. je pense qu'on va peut-être en parler après. Dis-nous tous les piliers et puis on va Oui. parler des télomères. Ça va, ça marche. Voilà, donc l'exercice physique, hein, donc très très bénéfique pour la santé. De plus, l'exercice physique va nous permettre de dénouer certaines tensions qui sont dues à des épisodes de stress répétés. Donc, on a tendance, si on vit des épisodes de stress répétés, à se forger comme une carapace. Et donc, l'exercice physique va délier tous ces liens. Exercice physique au sens large, hein, c'est pas nécessairement faire du sport intensif, ça peut être faire du jardinage, faire de la marche active, de la natation, enfin voilà, donc c'est vraiment au sens large. Quatrième comportement, le fait d'être heureux dans ce qu'on fait. Et donc là, ça touche vraiment le circuit de la motivation et de la récompense. Donc, si on est heureux dans ce qu'on fait, que ce soit dans notre activité professionnelle ou dans des activités annexes, hein, donc ça peut être de loisirs ou même des activités de bénévolat, ça va vraiment nous faire gagner de l'énergie chaque jour et donc ça va vraiment nous ressourcer. Donc voilà, donc c'est un petit peu un anti-stress, je dirais, quand on est heureux dans ce qu'on fait. Et le cinquième comportement, c'est l'influence de tout le réseau affectif et social. Et donc, je parlais dans l'exemple de l'accident de voiture, si au moment où on a un accident, on est secouru par une personne bienveillante qui va appeler les secours, qui va nous sécuriser, c'est vraiment quelque chose qui va avoir des effets très, très bénéfiques. Alors, on parle évidemment de tout ce qui est bien relation de qualité,
Mais on sait aujourd'hui que les relations affectives et sociales de qualité, ça protège notre corps, notre cerveau, et ça peut nous éviter de développer un état de stress post-traumatique. Et donc, ces 5 comportements ensemble vont vraiment agir de façon combinée pour mieux nous équiper face à des événements imprévus. Et j'aime bien prendre la métaphore d'une forêt. Donc, pour expliquer comment ces comportements peuvent agir ensemble. Si on compare notre organisme à une forêt, une première forêt qui est pleine de biodiversité, pleine de ressources. Dans cette forêt-là, si un événement imprévu comme une étincelle se produit, eh bien, la forêt aura toutes les ressources pour faire face, éteindre cette étincelle, et donc il n'y aura pas de conséquences. Et donc, en fait, ces 5 comportements vont faire en sorte que notre organisme sera un petit peu à l'image de cette forêt, qu'on aura suffisamment de ressources en nous pour faire face à des événements imprévus. Par contre, si notre organisme vit dans un état de stress chronique, qu'on est fatigué, épuisé, alors ça pourra être, dans la métaphore, une forêt qui est complètement desséchée, appauvrie. Et donc là, il est évident qu'une étincelle dans une telle forêt pourra avoir des conséquences vraiment redoutables, je dirais. Et donc, avoir des comportements, en tout cas adopter un certain nombre de comportements qui vont agir en synergie, ça nous permet aussi de faire de la prévention. Et ça, c'est aussi une des grandes nouvelles de l'épigénétique, c'est que ces connaissances nous invitent vraiment à faire de la prévention, parce que si on met en place certains comportements protecteurs, eh bien, on sera quand même mieux équipé pour faire face à des adversités ou des imprévus. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu le message de mon 2e livre. Oui, et c'est très encourageant parce que ça veut dire qu'on a aussi du contrôle sur notre santé physique et mentale. Alors, parle-nous des télomères. Voilà. Alors, les télomères, c'est quoi? Donc, à l'extrémité de nos chromosomes, on a des petites régions qu'on appelle les télomères. Et dans ces régions-là, il n'y a pas de gènes. Donc, ce sont des zones qui ne codent pas pour des protéines. Alors, leur fonction aux télomères, c'est de protéger les chromosomes parce qu'au fur et à mesure que la cellule se divise, eh bien, chaque fois que la cellule se divise, eh bien, les télomères raccourcissent. C'est tout à fait un processus normal, je dirais. Et à un moment donné, la cellule, ça fait partie du vieillissement cellulaire normal, elle ne va plus pouvoir se diviser parce que les chromosomes auront trop raccourci. Elle va mourir et ce sont d'autres cellules qui vont prendre place. Est-ce qu'on peut comparer ça? On peut rappeler que ça fait comme des petits X et que c'est comme des petits manchons au bout des petites barres du X des chromosomes. Oui, donc c'est vraiment à l'extrémité des chromosomes. Et moi, j'aime bien les comparer parce que je trouve que les images sont tellement plus parlantes à l'extrémité plastifiée de nos lacets, donc qu'on appelle les aglets. Et donc, en fait, ces petites extrémités plastifiées, ça protège finalement nos lacets de l'effilochage. Et donc, on peut voir cela comme des petits manchons protecteurs à l'extrémité, effectivement, de nos chromosomes. Donc, si on voit le X, eh bien, c'est vraiment à l'extrémité des chromosomes. Donc, ça protège nos chromosomes de leur effilochage au fil des divisions cellulaires. Alors, ce qu'on sait, c'est que le stress accélère ce raccourcissement et le stress psychologique. Et donc, si on a un stress psychologique chronique, ça va vraiment accélérer le vieillissement cellulaire avec nos chromosomes qui raccourcissent beaucoup plus vite et qui peuvent traduire vraiment un vieillissement cellulaire accéléré. Et il y a une enzyme qui est normalement en charge de rallonger les télomères, qu'on appelle la télomérase. Et c'est entre autres Isabelle Blackburn qui a obtenu le prix Nobel de médecine en 2009 pour ses travaux sur la télomérase. Et donc, on sait aujourd'hui qu'il y a moyen de contrecarrer quelque part ce stress accéléré, donc ce raccourcissement, je dirais, des télomères par le stress. C'est notamment la pratique de la méditation, l'exercice physique et certains aliments qui vont vraiment jouer un rôle protecteur. Et ce qui est vraiment incroyable, donc il y a une étude assez récente qui a été menée sur des femmes enceintes. Et donc, en fait, si ces mamans étaient soutenues par leur famille
eh bien, on s'est aperçu en fait que les télomères du fœtus étaient vraiment super longs. Et donc, même si elles étaient de temps en temps stressées, mais à partir du moment où elles pouvaient compter sur leur famille, sur leur entourage, qu'elles étaient vraiment soutenues pendant leur grossesse, eh bien, ces petits épisodes de stress étaient vraiment sans conséquence. Et on s'est aperçu vraiment que les télomères de leur fœtus étaient beaucoup plus longs. Et donc, ça, c'est vraiment génial parce que c'est vraiment offrir un capital santé dès le départ à l'enfant. Et donc, de savoir vraiment que pendant les périodes du début de la vie, ce sont des périodes vraiment de grande vulnérabilité. Donc, la vie intra-utérine, naissance, première année de vie. Donc, que toutes ces connaissances, finalement, nous invitent à faire de la prévention, de savoir que le lien affectif et social, ben, c'est vraiment quelque chose qui est protecteur. Donc, de savoir qu'on a réellement, comme tu disais, un pouvoir sur nos gènes. Et ça, c'est vraiment une des grandes nouvelles de l'épigénétique, c'est vraiment qu'on est des acteurs et des actrices et qu'on n'est pas du tout les otages de nos gènes et qu'on a réellement un pouvoir sur eux. Et on sait, par exemple, donc je parlais de la métaphore de la forêt, mais que nos choix, nos comportements nous permettent de contrôler à peu près 80% de nos gènes. Donc, c'est incroyable, quoi. Par rapport à la télomérase, il existe aussi des compléments alimentaires qui permettent de maintenir nos télomères au maximum de leur longueur, si je puis dire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, donc là, j'en parle dans le deuxième comportement hein, dans mon livre. Je parle notamment de certains, il y a des vitamines aussi, donc qui vont vraiment maintenir les télomères. Donc, il faudrait que j'aille revoir exactement la liste, mais voilà, de tête, ben, il y a les antioxydants, il y a les oméga 3, il y a le zinc, je pense toute une série de vitamines aussi qui vont vraiment jouer ce rôle protecteur. Donc, je n'ai pas de tête toute la liste, mais c'est bien décrit dans le deuxième chapitre du livre, donc en relation avec l'alimentation. Donc, effectivement, hein, donc on peut vraiment agir à différents niveaux. Et c'est ça qui est chouette parce que ça nous positionne pleinement en acteur par rapport à notre santé. Et le raccourcissement des télomères, ça a quoi comme répercussion sur notre santé, puisque tu parles d'un vieillissement cellulaire, donc on peut se dire qu'on a plus de risques de maladies qui apparaissent à l'âge avancé, comme par exemple des cancers qui peuvent évidemment arriver à tout âge, mais on sait aussi qu'il y en a plus avec l'âge. Donc, quand on a un raccourcissement des télomères, on a plus de risques d'avoir quel type de maladie? Moi, je dirais toutes les maladies de civilisation. Donc, et notamment tout ce qui est maladie inflammatoire. Donc, on peut dire oui, pratiquement toutes les maladies. Et moi, je repense à une étude qui a été menée, entre autres, par Elizabeth Blackburn en 2004. Donc, elle a collaboré avec une psychiatre américaine qui s'appelle Elissa Apple. Et donc, elles se sont intéressées à des mamans qui vivaient un stress psychologique quotidien avec des enfants ayant des problèmes de santé assez graves comme l'autisme. Et donc, elles ont regardé leur télomère et l'activité de la télomérase. Elles ont comparé à des mamans qui avaient des enfants, je veux dire, voilà, des enfants, mais pas de problèmes de santé importants. Et elles se sont aperçues, et donc c'est bien l'âge biologique ici, hein, donc ce n'est pas notre âge anniversaire, je dirais. Il y a vraiment des différences au niveau de l'âge biologique. Et donc, les télomères et leur longueur, on peut parler vraiment de l'âge biologique. Et donc, ces mamans stressées, avec ces enfants ayant tous ces problèmes de santé, eh bien, traduisaient un vieillissement cellulaire de 9 à 17 ans plus âgé que le groupe contrôle. Donc, effectivement, ça ne se voit peut-être pas à l'extérieur, mais en tout cas, à l'intérieur, il y a vraiment des répercussions. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec, par exemple, la pratique de méditation ou bien l'exercice physique, il y a une réversibilité possible. Donc, de savoir que si on adopte ces comportements, eh bien, ça va pouvoir contrecarrer dans une certaine mesure les télomères, puisque ici, on est dans quelque chose de réversible aussi. Hein, donc, comme je disais, la pratique de la méditation, entre autres, ça va vraiment interagir au niveau de l'inflammation. Et donc, effectivement, si ces personnes sont plus sujettes à
voilà, développer ces maladies de société inflammatoires, eh bien, si on a certains comportements qui vont contrecarrer cet effet, bah, il y a aussi une réversibilité possible. Tout dépend évidemment à quel stade on en est, hein, parce que bon, si on a un cancer en phase terminale, voilà, on va pouvoir faire ce qu'on peut, mais autant faire de la prévention. Quand on sait, quand on a ces connaissances-là, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir faire un maximum de prévention. Ça donne en effet beaucoup d'espoir pour l'avenir et ça nous montre aussi à quel point, puisque tu parlais des enfants et de la répercussion sur les enfants, à quel point aussi prendre soin de soi est important pour les générations futures, pour les enfants que nous aurons. Tout à fait, hein, donc prendre soin de soi et vraiment chez les enfants, bah, c'est cette période donc des 1000 jours du début de la vie, très chère à Boris Cyrulnik, hein, puisque donc c'est lui vraiment qui a initié vraiment tous les maisons aussi des 1000 premiers jours. C'est une période de grande vulnérabilité, mais aussi une période très foisonnante. Et donc, de savoir que pendant, donc c'est grosso modo de la conception jusqu'à l'entrée à la maternelle de l'enfant, de savoir que pendant cette période, si on peut effectivement protéger un maximum les mamans, ou en tout cas les sécuriser, elles vont être sécurisantes pour leur enfant. Et donc, on sait aussi que pendant cette période-là, en cas de danger, l'enfant est tout à fait incapable de se mouvoir de façon efficace, donc automatiquement, il aura tendance à s'immobiliser en cas de stress. Donc, de savoir qu'on peut vraiment faire de la prévention pendant ces 1000 premiers jours de la vie, et c'est vraiment avec ces connaissances, effectivement, c'est protéger l'enfant, c'est protéger le début de la vie. Alors, évidemment, on n'est pas à l'abri d'un imprévu, mais si on peut déjà, en tout cas, faire un maximum de prévention pendant ces 1000 jours, ben c'est vraiment un capital santé, hein, comme je t'expliquais, avec ces femmes enceintes dont on a mesuré les télomères chez leur enfant, ben, si elles étaient soutenues, effectivement, les télomères étaient beaucoup plus longs. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut tous agir. Et si la maman n'a pas pu, c'est pas perdu pour autant. Il reste les thérapies pour ces enfants dans l'enfance, voire même à l'âge adulte. Il y a quelque Oui, chose que j'aimerais aborder avec toi, c'est les personnes qui sont porteuses d'une modification génétique, comme par exemple, je pense au BRCA1 et au BRCA2, oui. donc ils sont des gènes ouais, qui donnent chez ces femmes plus de cancer que chez les autres, hein. BRCA, c'est breast cancer, hein, c'est les deux premières lettres de breast et de cancer. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes? Il existe d'autres maladies enfin, génétiques où il y a un gène porteur, euh, comme pour certains cancers des intestins, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui ont effectivement, là, au niveau des gènes, un gène qui est bien présent, mais comme tu nous l'as dit tout à l'heure, tous les gènes ne s'expriment pas. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour que ce gène ne s'exprime pas? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ou pas? Alors ici, on est vraiment dans une maladie, dans un cancer dit génétique ou héréditaire, hein. Donc, ce sont des gènes de susceptibilité. Donc, il y a BRCA1, BRCA2, BRCA3. Il y en a d'autres aussi. Donc, si on a en fait une mutation ou plusieurs mutations au niveau de ces gènes-là, eh bien, ça va vraiment prédisposer au développement du cancer. Et donc, ça touche souvent, donc je connais bien parce que j'ai travaillé pendant 3 ans sur un projet de recherche sur le cancer du sein. Ça touche souvent des femmes plus jeunes et ce sont en général des cancers très agressifs. Donc là, je veux dire, c'est de la génétique, hein. Donc, on a vraiment ici des mutations au niveau des bases de l'ADN. Alors, ça, on ne peut pas le changer. Je veux dire, on ne peut pas changer la séquence de l'ADN. Je dirais un suivi, en tout cas, très rapproché. D'ailleurs, c'est le cas, hein, donc elles sont suivies. Et alors, bah, je veux dire, le mode de vie, parce que ça va pouvoir, en tout cas, interagir de façon positive. Et puis, bon, il y a des personnes qui ont tellement peur d'avoir un cancer, comme c'était le cas d'Angelina Jolie. Elle était porteuse de ces mutations et elle a décidé de se faire une ablation des deux seins. Donc, tout dépend évidemment de l'état d'esprit de la personne. Si on a très peur de développer un cancer, bah, la peur est très anxiogène et ça diminue notre immunité. Donc, dans ces cas-là, bah, oui, il y a des options possibles. Il y a la chirurgie.
Euh, Maintenant, ces connaissances de l'épigénétique, ça ne va pas évidemment changer la mutation au niveau du gène, ça on ne peut pas le faire, mais en tout cas, ça peut contrecarrer dans une certaine mesure par un mode de vie sain. En tout cas, ça peut renforcer notre immunité, diminuer l'inflammation. Donc, c'est vraiment, je dirais, au cas par cas. Hein. Donc, mais en tout cas, on a quand même une certaine possibilité d'agir, hein. Même si ici, bah, c'est génétique, donc on ne va pas pouvoir avoir une réversibilité comme dans le cas de toutes les maladies qui sont des maladies finalement épigénétiques. Et on peut quand même se dire que, parce que si je prends le BRCA1, c'est 75% des femmes qui développent un cancer, mais on se dit quand même qu'il y en a 25% qui ne développent pas un cancer alors qu'elles sont porteuses de la mutation. Est-ce que on peut aussi penser que ce gène, au niveau épigénétique, s'exprime ou pas en fonction du mode de vie de la personne avec les 5 piliers dont tu as parlé? Alors, je ne connais pas bien, évidemment. Ce sont des gènes de susceptibilité, hein. Donc ça, je ne vais pas dire des choses que je ne connais pas. Je sais bien que dans le projet, en tout cas, sur lequel on avait travaillé, on s'était un petit peu intéressé au mode de vie. Donc, en fait, on avait suivi l'évolution de tumeurs. Donc, c'était un gros projet européen qui impliquait des partenaires nord-sud. Donc, en fait, il y avait la France, la Belgique qui participaient à ce projet. Et donc, on avait des prélèvements chez des femmes françaises et en Belgique. Et puis, on avait vraiment le bassin méditerranéen. Donc, on avait le Maroc, la Tunisie et le Liban qui étaient des partenaires du Sud. Et donc, bah voilà, donc on s'était intéressé vraiment au profil d'expression de ces tumeurs. On avait regardé s'il y avait l'expression ou des mutations au niveau de ces gènes de susceptibilité. Alors, la première grande découverte qu'on a faite, c'est que finalement, on pensait que les cancers héréditaires représentaient une proportion plus importante de la population. Et en fait, il s'est avéré que c'était beaucoup moins important que les cancers qu'on appelle sporadiques. Donc, on pensait que c'était entre 5 et 15% des femmes ayant un cancer du sein. Il y avait des mutations et en fait, on s'est aperçu que c'était moins de 5%. Donc ça, c'était déjà une bonne nouvelle. Et alors, après, on cherchait à comprendre des facteurs d'évolution, je dirais, positive. Donc, on voyait un petit peu, finalement, les gènes qui jouaient un rôle protecteur. Donc, il y a ces fameux suppresseurs de tumeurs. Et donc, on voit finalement qu'on a quand même une grande majorité des gènes qui peuvent quand même contrecarrer dans une certaine mesure. Et sur ceux-là, bah, avec le mode de vie, maintenant, le projet, c'était compliqué évidemment de faire un bilan vraiment du mode de vie parce que bon, voilà, c'est compliqué sur base d'un questionnaire d'avoir toutes ces informations. Donc, ça n'a pas pu être poussé très loin. Mais moi, je pense que le mode de vie a une influence, qu'on peut vraiment agir. Et je pense notamment aux effets bénéfiques du jeûne dans le cas des cancers. Donc, puisqu'on ne va pas nourrir les cellules cancéreuses. Donc, voilà, et notamment la suppression du sucre. Donc, je pense qu'on peut, tout dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel on est, hein. Donc, si on est terrassé par le cancer et qu'on vit dans la peur, bah, peut-être que là, effectivement, avoir une approche qui permet de réguler ce stress, ça sera certainement positif. Et l'alimentation, je pense, et l'exercice physique. Euh, Tout ça, alors je ne suis plus du tout en recherche dans le domaine du cancer, mais il y a peut-être des recherches qui sont faites dans le domaine et qui montrent qu'effectivement, dans le cas des cancers héréditaires, il y a une influence vraiment positive du mode de vie. Donc moi, je suis convaincue effectivement que grâce à ces différents comportements, que ce soit l'alimentaire, que ce soit l'exercice physique, la régulation du stress, le fait d'être soutenu, et puis de trouver une forme de motivation, quelle qu'elle soit, ça va avoir une influence bénéfique sur notre santé. En tout cas, c'était passionnant. Donc, on a bien compris qu'un événement traumatique peut avoir des marques, enfin, peuvent induire des marques épigénétiques qui peuvent avoir des influences sur notre santé mentale et notre santé physique, que ça peut se transmettre, mais qu'heureusement, il y a non seulement les thérapies, mais aussi la méditation et puis beaucoup de choses qui peuvent nous aider à aller mieux si on a un trauma, mais aussi en prophylaxie, en préventif, hein, comme le sport, l'alimentation, le réseau social, avoir du sens dans ce qu'on fait dans la vie. Donc, je trouvais Oui. que c'est passionnant. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose?
Alors, moi, je trouve que finalement, l'épigénétique, enfin, tu as très bien résumé cela, euh, c'est quand même une très, très bonne nouvelle, hein, donc, toutes ces découvertes, et qu'on a réellement un pouvoir sur notre santé et sur nos gènes. Donc, de vraiment se dire que on est tous des acteurs ou des actrices. Voilà, je terminerai par cette belle métaphore. Donc, on sait que l'unité de base de notre corps, c'est la cellule, que chaque cellule de notre corps porte le même ADN. Donc, toutes les cellules du corps ont le même ADN. Donc, finalement, cette information se trouve dans toutes les extrémités, les moindres des extrémités de notre corps. Mais en fait, l'ADN, il ne peut pas se réguler tout seul. Il dépend de signaux venant de l'extérieur dans l'environnement pour activer certains gènes ou bien les rendre silencieux. Et donc, ça dépend de l'environnement. Et donc, je terminerai par cette métaphore. Donc, les gènes, c'est du solide, c'est vraiment ce qu'on transmet à nos enfants, c'est le support de l'hérédité. Ils sont très stables, comme l'écriture au stylo indélébile. Et par contre, les marques épigénétiques, hein, ces petits cadenas sur l'ADN, eh bien, ils sont labiles, un peu comme l'écriture au crayon. Et donc, je dirais, ayons tous à portée de main, une gomme ou en tout cas des moyens pour voilà, effacer ces traces de notre ADN. Et donc voilà, soyons tous des acteurs avec nos petites gommes dans la poche et qu'on soit tous bien équipés pour voilà, faire face à des situations de stress. Très jolie métaphore. Je te remercie beaucoup pour cet entretien absolument passionnant et je rappelle les titres de tes deux livres, L'impact des émotions sur l'ADN et L'impact des comportements sur l'ADN. Merci Nathalie. C'est fait un plaisir, Evelyne. Je te remercie. À bientôt.